Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, il fallait qu'à un moment, on s'attaque à ce sujet tant malheureusement, dans le milieu de la restauration, il est répandu. Une fois par mois sur Chef, je vous propose un talk pour débattre, échanger sur un sujet qui touche les métiers de la restauration. Et là, donc, on va parler d'un problème très connu de quiconque a approché la réalité de ces métiers justement. Violence en cuisine donc. Et si j'ai voulu en parler ici, c'est parce que je vois comme vous sûrement, tous les 6 mois, 1 an, surgir un article qui éclaire de mauvais comportements vis un chef, et puis plus rien. Je dis pas là que je veux voir des têtes tomber, pas du tout. Je me demande juste si entre deux affaires, les choses changent. Si en cuisine, on laisse de plus en plus la violence au vestiaire. D'ailleurs, de quoi parle-t-on vraiment ? Elle s'exprime comment, la violence, aujourd'hui en cuisine ? Comment réagir si on la subit, si on la voit ? Quoi faire, tiens, quand on est justement celui qui l'exerce, si on se dit qu'il faudrait peut-être changer de comportement ? Est-ce facile de mettre des choses en place dans un restaurant pour éviter cette violence ? Bref, j'ai plein de questions. Alors je suis allé trouver la présidente d'une belle association. Je suis allé voir Justine Pruvot qui porte la voix de Bondir. Bondir, elle va nous en parler, c'est une toute jeune assoce qui sensibilise les futures générations de cuisiniers, de cuisinières, qui échangent aussi avec les chefs, bref, qui informe et donne des clés à celles et ceux qui pourraient observer, subir ou même exercer une forme de violence en cuisine. Alors c'est parti, on rentre dans le sujet et je laisse Justine d'abord se présenter. Je m'appelle Justine Pruvot, je suis chef itinérante, je suis basée à Marseille et aujourd'hui on est chez Datil. Manon Fleury nous a fait l'honneur de nous prêter son restaurant pour enregistrer l'épisode. Et ce qui fait sens puisqu'on est là pour parler de Bondir, l'association qu'elle a cofondée avec Marion Gauteleux du Café Mirabel. Et depuis 1 an, je suis présidente de l'association Bondir. C'est une association qui a été créée, montée il y a quelques années déjà ? Oui, en 4 ans 2021, ouais, exactement. 2021. Ouais, juste post-Covid. Ça s'est un peu arrêté le milieu de la restauration pendant cette période et du coup ça a donné à réfléchir à pas mal de chefs et chefs-feux et notamment du coup Manon et Marion. Marion avait fait une interview pour Le Monde, le M Magazine, sur le sujet du MeToo de la cuisine qui au final n'est jamais sorti, on va dire. Et en fait elle a été contactée par le lycée Jean Drouin, qui est un lycée hôtelier de Paris, pour venir faire une intervention auprès de leurs élèves. Et elle a tout de suite contacté Manon Fleury parce qu'elle se sentait pas les épaules de porter ça toute seule auprès des élèves. Et donc toutes les deux, elles ont fait une première intervention auprès de ces élèves. Elles se sont rendues compte en fait de la nécessité d'aller voir les plus jeunes pour les sensibiliser sur les violences en cuisine. Les violences que ce soit sexistes, sexuelles ou autres. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Elles ont commencé à en parler autour d'elles. Et au début, c'est vrai que c'était une association quasiment féminine, mais on s'est ouvert au fur et à mesure des années à d'autres personnes, donc des chefs masculins. On a aussi des journalistes, des personnes des médias DRP qui nous ont rejoints pour porter du coup ce message. C'est la question que je voulais poser, c'est la première question que je m'étais notée. Il faut épeler le nom de cette association. Attends, je vais la refaire parce que je me réveille et tu es la première personne à qui je parle. C'est un peu compliqué. Première question, forcément, le nom de cette association. Oui. Bondir, oui. E. On Point parlait E. de chef E, oui. Et là, c'est Bondir E. Oui. Pourquoi ce E et qu'est-ce qu'il raconte, en fait ? En fait, on n'avait pas envie de faire trop peur. Et en même temps, on a envie de montrer qu'il fallait qu'on s'active et qu'on bouge. Et on aimait bien le mot de bondir pour avancer. Et bondir aussi, ça peut être de temps en temps de manière un peu surprenant. Donc, je pense qu'on a été surprenant dans la démarche. En tout cas, au début, Manon et Marion ont essayé de démarcher des écoles type Ferrandi. Et au début, on s'est pris des portes. Ah oui. Donc, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous parle pas. Ça nous intéresse pas. Et on a eu, grâce à notre super RP Oriane Roussel, des articles qui ont commencé à parler de la démarche.
Et bizarrement, ils nous ont recontactés pour nous demander de venir intervenir auprès de leurs élèves. On félicite Oriane et on embrasse tous ces gens qui se sont mis à réagir bizarrement après les articles. Donc, et c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit, on va plus démarcher et on va vraiment, on va communiquer sur ce qu'on fait et on va vraiment attendre que le corps enseignant vienne à nous pour nous demander de l'aide et de créer du coup ces interventions ensemble et qu'il y ait une vraie démarche en fait, une volonté de changement. Parce qu'on peut pas arriver on voulait pas que ça coche la case. Social washing, c'est bon, on a fait le truc, bon, on dirait passer. Non, on veut vraiment qu'il y ait une démarche, on veut vraiment que les enseignants se rendent compte en fait du problème systémique qu'il y a dans ce milieu en fait. On va en parler justement, on va rentrer dans la vocation de l'association et les actions que vous menez. Mais si on remonte justement à l'ADN et si on parle de ces violences, et tu en as énuméré, elles peuvent prendre plusieurs formes. Vous y avez certainement cartographié un petit peu justement les formes qu'elles pouvaient prendre, les violences auxquelles vous vous attaquez. Est-ce qu'on peut les définir? Est-ce qu'on peut les éclairer là pour que les gens les aient en tête? Bien sûr. Du coup, il y a les violences physiques. Donc, que ce soit du petit coup de torchon mouillé dans les jambes ou du petit Pardon, mais je pense à toutes les fois où je l'ai fait à mon petit frère. C'est horrible. Je m'excuse, mais avec des serviettes de bain, tu sais, il était horrible. On n'en parle pas aussi des violences entre frères. Oui, ouais, mais oublions cette parenthèse qui était un peu drôle. Là, c'est pas drôle. On se parle de violence en non, cuisine. C'est pas drôle, mais c'est bien. Il faut aussi. C'est ce qu'on essaye aussi de faire quand on intervient dans les écoles, c'est que c'est lourd, c'est des sujets ultra lourds et les témoignages qu'on recueille lors de ces interventions, ils sont ultra lourds aussi. Mais oui, voilà, donc c'est ces violences donc physiques, donc le coup de coude qu'on peut avoir pendant un service, la cuillère chaude, le manche de la cuillère chaude, chauffé à blanc. Enfin, il y a ce genre de violence physique. Ça, c'est hallucinant, hein, parce que les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a énormément de gens qui bossent en cuisine, qui nous écoutent, donc doivent le connaître. Les gens qui ne bossent pas en cuisine ne le soupçonnent pas, en fait. Moi, c'est hallucinant le nombre de fois où on m'a expliqué qu'on laissait des cuillères sur des planchas ou machin pour, avec le dos de la cuillère, brûler un mec qui passe par là ou celui qui a fait une connerie. Ouais. Hyper répandu. C'est archaïque en vrai. C'est le Moyen-Âge. C'est exactement ça. Et donc il y a ces violences physiques, il y a les violences psychologiques. Rabaisser les personnes sans cesse en disant t'es nul, t'es un bon à rien, qu'est-ce que tu fais en cuisine, tu devrais rentrer chez toi, quotidiennement. Donc il y a cette violence psychologique, le fait aussi de mettre de côté quelqu'un, d'avoir un bouc émissaire, donc diviser pour mieux régner aussi, ça c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement, en tout cas dans les témoignages. Les violences sexistes et sexuelles. Donc là, c'est plus par rapport au genre de la personne et tout ce qui est attouchement, tout ce qui est aussi propos sexuels sur est-ce que tu t'es maquillée parce que je vais te faire troncher par ton mec, est-ce que tu as déjà couché avec des noirs, enfin ce genre de phrases. On les a entendues. Moi, j'en ai vécu certaines. Je voudrais juste dire un truc là-dessus. Parce que comme on est dans une vague où, justement, la question du genre et de l'expression peut prendre beaucoup de place. Et il y a des gens, je pense, qui nous écoutent, qui peuvent se dire, oui, bon, c'est bon, on en a soupé de ce truc-là, on l'entend partout. Il ne se passe pas, je le dis juste en mon nom propre, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne me rapporte pas 1 à 2 fois, minimum, une anecdote de cet ordre-là. C'est pas un fantasme en fait, c'est pas un truc, ça existe vraiment et c'est répandu et c'est pas partout évidemment, heureusement, mais c'est extrêmement répandu. Voilà, je voulais juste le préciser parce que aujourd'hui, comme c'est évidemment il y a une parole qui se libère et c'est tant mieux. On pourrait se dire, c'est bon, non en fait c'est vrai et c'est là tout le temps. Moi je l'entends tout le temps. J'entends ce point-là de bon, c'est bon, on a compris. Je l'entends parfois dans la bouche de certains de mes confrères, consoeurs, mais
il faut parler des choses pour pouvoir avancer et pouvoir évoluer. On peut pas faire semblant que ça n'existe plus. Et on l'entend vraiment à chaque intervention qu'on fait dans les écoles partout en France. On n'est pas qu'à Paris. On est déployé partout en France. On est à peu près 175 adhérents, une dizaine de membres bénévoles. Donc on est vraiment, j'insiste sur le fait qu'on est tous bénévoles. On n'est pas rémunérés pour passer 2 heures, voire 3 par matinée dans les écoles pour venir du coup on va dire prêcher la bonne parole et on va dire donner des clés aux élèves pour réagir face du coup à soit les sévices qui subissent, soit les sévices qui voient aussi. On essaye de leur dire que le fait de dénoncer aussi, même si on subit pas soi-même ces violences, ça aide à faire avancer les choses et se taire, l'omerta. En fait, on essaye vraiment de faire en sorte que ça n'existe plus. Et c'est dur parce que forcément, quand on voit d'autres affaires judiciaires type Mazan où il y a des preuves vidéo et on remet quand même en cause la parole de la victime. Parfois on se dit oui, ça s'est passé dans une chambre froide, c'est ma parole contre la parole de l'autre personne. Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est dur. On a souvent ce genre de remarques de la part des élèves en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut porter plainte mais ça sera classé sans suite. On essaie de leur faire comprendre que en justement continuant à aller porter plainte, à en parler, à faire remonter les infos, à mettre sur liste rouge certains restaurants, certains chefs qui n'ont pas des comportements appropriés dans le cadre professionnel. Et ça fait aider, ça fait avancer. On va parler de tout ça. On va rentrer justement dans ces cas précis pour essayer de pas de circonscrire parce que voilà, on se parle de différents types de violences et de phénomènes qui peuvent prendre plusieurs formes, mais il y a quand même un mal commun et qui renoue avec tout ça et que j'entends et que je vois tout le temps, c'est ce truc qui vient à considérer qui nous amène à considérer presque que la violence, elle est intrinsèque à ce milieu. De se dire, comme les conditions de travail sont difficiles, comme et ça va, un truc un petit peu qu'on peut retrouver dans l'armée, en fait. Ouais, on est des bonhommes, on est des machins. Je pense que là aussi, la notion de genre et la répartition des genres a longtemps poussé à ce truc un peu concon voilà. Qu'est-ce qu'on fait de cette considération que, en fait, c'est comme ça. La cuisine, c'est comme ça. La violence, oui, c'est bon, ça va. C'est comme ça. Comment on lutte contre ça? Ça me paraît très compliqué. Mais c'est hyper compliqué, mais on essaie de redéfinir en fait ce que c'est le travail en cuisine, le travail d'équipe. On essaie de remettre au centre l'humain en disant que certes on a des timings, on court après le temps, que ce soit dans le boui-boui du coin, dans un resto étoilé, on a cette histoire de timing qu'il faut être prêt à midi pour pouvoir servir les clients. Donc grosse pression. Contexte de pression. Grosse pression. Après, c'est ce qu'on dit, c'est que on sauve pas des vies et surtout, on est dans un cadre professionnel. Donc, le respect de l'autre, il doit s'appliquer. On doit être, on va dire, plus à l'écoute des besoins de l'autre et plus, je pense qu'il y a aussi ce truc de oui, mais si je dis que j'y arrive pas, je passe pour un nul et on va me pointer du doigt et en fait c'est ça qu'on essaie de leur expliquer, c'est que non, en fait on est une équipe, on doit travailler tous ensemble et le plat il se fait pas par une personne. Le chef pense à l'idée, il a les fiches techniques, mais on est tous ensemble pour le créer et à la fin quand il est sur le pas, c'est un travail d'équipe. Donc on comme une équipe de foot quoi, on essaie tous d'avoir le même but et enlever cette essence de violence qui n'est pas nécessaire en fait. Je pense que vraiment, les gens qui se disent crier et mettre la pression, ça fait accélérer les choses. C'est faux. C'est faux. Travailler avec la boule au ventre, clairement, ça n'aide pas du tout à faire des belles juliennes et des belles brunoises. Non, il faut on essaye vraiment de remettre au centre l'humain,
on parle beaucoup de self-care, de prendre soin de soi, de la santé mentale. Et c'est ce qu'on essaye de dire, c'est que aussi en cuisine, c'est hyper important. Il faut se recentrer, il faut aussi communiquer. La communication. Mais alors sur la communication, et puisqu'on en parle, et de choses très concrètes, parce que parfois ce genre de sujet souffre d'un petit côté, d'une forme d'abstraction. Si on parle de choses très concrètes, et comme tu parles de brunoise, qu'est-ce qu'on a à dire aux chefs qui sont justement, et moi j'en croise très souvent, je veux pas dire que c'est générationnel, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de ça, mais aux chefs qui sont là depuis très longtemps et qui se disent bon, c'est bon, en fait, moi de mon temps c'était comme ça, et ça va pas les tuer. De temps en temps j'ai un petit coup de pression, et je vois bien que ça produit un effet. Je pense que quand tu dis justement que ce n'est pas efficace, il y a plein de chefs qui disent oui, enfin bon, un bon coup de pied au cul de temps en temps, ça fait pas de mal, entre guillemets. Mais tu vois, cette expression, elle est pas anodine non plus. Qu'est-ce qu'on répond à ça, en fait? Parce que ça, c'est pas une norme, mais c'est extrêmement répandu. Bien sûr, c'est très répandu, mais c'est pour ça qu'on va à la base, entre guillemets, du problème, c'est qu'on va voir les jeunes et on leur dit que ils n'ont plus à subir ça. Alors, question, pardon. Là, je suis obligé de te couper. Si tu me dis ça, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus rien pour ceux qui ont 50-60 ans? C'est pas vrai. Ça, est-ce qu'il y a une chance de les rattraper? Non, il y a une chance de les rattraper. Et il y en a, en fait, il y en a de plus en plus de chefs qui viennent nous voir en nous disant « Je sens qu'il y a un problème chez moi. Je suis plus en phase. Je suis plus en phase avec la génération qui est en face de moi. Les gens ne restent pas dans mon équipe. J'ai des démissions. » Puis en plus, en ce moment, enfin voilà, la conjoncture fait que on a besoin de plus en plus de cuisiniers et de cuisinières. Le Covid a fait beaucoup de mal à ce domaine. Et donc, du coup, le rapport de force a été inversé. Complètement. Et donc, quelques chefs old school nous sollicitent et nous demandent de les aider justement à trouver ce management responsable qu'on appelle comme ça chez Bondir, et on est en train de travailler justement avec des organismes de formation, notamment Foster the People, qui nous aident du coup à créer un module de management à destination des professionnels pour justement les aider à changer de logiciel. Exactement, exactement. Mais ensemble, avec leur équipe, pas eux, on les prend dans une salle et on leur dit il faut pas faire ci, faire ça. C'est ensemble, avec leurs équipes, trouver un meilleur moyen de communication. Bonjour. Arrivage de butternut. Oui. Allez-y. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Vous avez le bon, il est dedans? Ah ouais, cool. Cagette de butternut. Attention, pause butternut. Passage de butternut. On se disait que la vocation était de s'adresser d'abord, dans un premier temps, à la racine et donc aux jeunes générations. Quelles sont les actions concrètes? On se parlait d'aller dans les écoles de cuisine ou peut-être les lycées hôteliers, je sais pas. Oui. Comment ça s'organise et qu'est-ce que vous y racontez? Comment se passent ces séances-là en fait? On a le corps enseignant qui nous contacte. Parfois c'est le prof principal, la dame du CDI, la conseillère d'orientation. Enfin, mais dans quel genre de structure? Toute structure confondue? Toute structure, vraiment lycée, d'accord, donc c'est un école, lycée, hôtelier. même général, pas du tout. Lycée hôtelier, école hôtelière. D'accord. Toujours en lien, lycée professionnel avec le lien de la cuisine / salle, parce que on parle bien évidemment aussi aux personnes en formation en salle, parce que ces vices, ces violences aussi sont subies malheureusement en salle et pas qu'en cuisine. Et donc du coup, ils nous contactent, nous demandent si on est disponible pour venir faire une intervention auprès de leurs élèves. Généralement, on intervient un minimum auprès de 40 élèves. On essaye d'avoir des niveaux différents. On aime bien mélanger les différents niveaux. Parfois, on a des élèves qu'on fait plusieurs stages, d'autres un stage. Et ça donne différentes aussi anecdotes, visions aussi de la cuisine. Donc, vous parlez et vous leur donnez la parole, visiblement. Exactement. On leur fait une présentation où on leur fait un petit quiz
au début de l'intervention, pour un peu connaître leur niveau de connaissance sur justement les définitions de qu'est-ce que c'est un attouchement, qu'est-ce que c'est un harcèlement moral, etc. Et ensuite, on leur décrit du coup les différents processus de violence, les clés pour du coup contrer ces violences, les numéros importants à appeler si on subit telle ou telle violence. Et à la fin, on leur fait passer c'est la session petit papier, donc on leur fait passer des papiers où ils peuvent noter anonymement des questions, des anecdotes. Et nous, on le lit. On lit du coup, on fait sortir le corps enseignant pendant cette phase pour que ça soit vraiment entre nous, entre eux et nous. Et on lit du coup ces papiers, on essaye de répondre aux questions, on essaye de réagir à ces différentes anecdotes. Et quand il y a des choses qui sont très graves, et ça arrive franchement très souvent, on essaye on en discute avec le corps enseignant et on suit l'affaire entre guillemets. On dit du coup aux élèves qu'on est disponible pour en discuter à la fin de la session. On donne nos mails, nos numéros de téléphone, et on a au sein de Bondir un pôle écoute qui est là aussi pour recueillir la parole des personnes. Donc les gens peuvent, en dehors de ces interventions-là, contacter l'association pour... Exactement, pour avoir des aides, qu'on les oriente vers des avocats, vers toutes sortes de personnes qui peuvent les aider dans leur démarche. Sur mon petit cahier avec mes petites notes et mes petites questions, la question suivante était donc école de cuisine. 2 points. Observe-t-on déjà le problème à ce stade? Oui. Et visiblement, en fait, à l'heure où des gens ont fait peut-être un stage et donc une année d'école, vous recueillez déjà des témoignages de violence. Oui, et parfois, ça nous est arrivé que les violences, elles soient subies au sein même de l'école ou du lycée, par les professeurs de cuisine. Okay. Et ça, c'est déjà arrivé. Et je trouve qu'il y a un changement depuis quelques mois, où justement, au tout début, je me souviens, au tout début de nos premières interventions, on n'avait jamais les profs de cuisine qui étaient là. Et de plus en plus, ils participent et ils viennent à ces interventions. Donc on sent quand même qu'il y a on commence à faire du bruit, qu'on commence à être connu, que les gens commencent à se poser des questions en se disant mais en fait je perpétue. Est-ce que je fonctionne bien? Est-ce que c'est normal? Est-ce que en fait peut-être qu'il y a une autre manière de fonctionner qui est peut-être mieux? Et donc on sent vraiment cette envie de changement, je trouve. Pas chez tout le monde, mais il y a cette modification de pensée. Et donc voilà, donc c'est comme ça que ça se déroule au sein de nos interventions. Comment c'est pris par les étudiants? Comment vous ressentez justement leur attitude sur ces interventions? Alors, on demande... Ils ont quel âge? Parce que ça peut être très jeune, du coup. Oui, quand t'es dans un lycée hôtelier, ils ont... entre 15 et 18, 19. Ouais, c'est hyper jeune. Est-ce qu'ils trouvent ça nécessaire? Est-ce qu'ils comprennent pas? Est-ce qu'ils voient très bien les enjeux? Alors, il y a toujours un petit moment de gêne, de rigolade quand on utilise des mots genre qui font rire à cet âge-là. Mais tout de suite, ils sont ultra à fond, on va dire. Enfin, ils sont vraiment très investis, posent plein de questions. Ils sont souvent en train de se dire oui, mais vous dites que cet acte de violence, dans les faits, dans le code pénal, on pourrait avoir 1 000 € de dédommagement ou je sais pas. Ils sont là, mais ça n'existe pas. C'est pas vrai. Enfin, voilà, ils sont quand même assez lucides sur la justice en France, du fait que ça soit long et compliqué. Mais ils sont hyper intéressés. Mais souvent ils nous challengent en nous disant mais ça, madame, c'est normal. Ce genre de violence, ça existe et ça existera toujours. Et c'est ce qu'on essaie de leur montrer, c'est que non, eux aussi peuvent aider à ce changement et en parlant, en communiquant, en prenant en compte le fait que c'est quelque chose qui ne doit pas se reproduire, essayer de faire changer en fait. Alors, justement, on parle d'attitude. Quelles sont les clés? Tu as parlé de clés tout à l'heure. Quelles sont les clés que vous leur transmettez en fait? Comment on réagit? Qu'est-ce que vous leur donnez en fait pour justement appréhender ces situations de manière différente? En fait, on leur explique que
vraiment le fait de faire remonter ces violences auprès de leurs écoles, de leurs professeurs, des RH dans les groupes hôteliers ou dans les restos dans lesquels ils sont, c'est important. La première chose, parler, dire. Exactement, genre communiquer. On leur explique aussi que Pardon, mais c'est hyper dur quand on est stagiaire et j'imagine hyper impressionné. On rentre dans un restaurant, évidemment, parfois on veut se frotter à quelque chose d'un petit peu, je sais pas, on va dans des adresses prestigieuses et là on se retrouve dans des brigades avec plein de monde. Hyper difficile. C'est pour ça qu'on leur dit qu'il faut qu'ils soient aussi accompagnés, que ce soit par un proche, par des meilleurs amis, par, enfin voilà. Mais accompagnés dans quoi et où? Accompagnés dans leur démarche. Dans leur démarche, en fait, on essaye de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils ne restent pas seuls avec justement ces traumatismes en fait, et que le fait de parler, de communiquer, ça aide à débloquer des choses. Ouais. Et commencer par dire. Commencer par parler. On peut parler d'une violence qu'on a subie sans forcément aller jusqu'au bout et aller porter plainte. Ça, c'est une histoire propre à chacun. On leur dit pas que c'est obligatoire et qu'il faut absolument le faire. Chacun en revanche, il faut pas rester seul avec son histoire. Exactement. Okay. Et c'est ça en fait le trauma et les dommages qui sont causés, c'est le fait d'être resté seul dans cette souffrance qui fait que on arrête la cuisine parce que non, c'est ça la cuisine, mais moi j'arrête. Il y a beaucoup de gens qui te disent ça. Énormément. Il y a énormément de femmes par exemple en école de cuisine. J'ai failli arrêter la cuisine. Ouais. Mon premier stage, j'ai failli arrêter la cuisine. Et heureusement pour moi, j'ai rencontré Manon en l'occurrence, qui m'a montré qu'une autre cuisine était possible et qu'un autre management et une autre organisation de la cuisine était possible. Mais sans ça, j'avais 10 ans de carrière dans la publicité. J'avais vu, même si c'est pas vraiment le meilleur des qualités, qu'il y a quand même aussi beaucoup de violences sexistes et sexuelles dans ce milieu. Mais je n'avais jamais subi ça, je n'avais jamais subi ces humiliations. Ça, tu l'as vu direct quand t'es arrivé ouais. Direct, alors que j'avais 30 ans, je n'ai rien dit parce que pour moi, j'avais intégré le fait que fallait passer par là pour y arriver en cuisine. Ouais. À 30 ans. Alors, a posteriori, je me suis dit ça, mais les gamins de 16 ans, de 15 ans, à quel moment ils s'en rendent compte, à quel moment ils trouvent, je pense qu'ils vont arrêter direct, c'est sûr. Ouais. Donc c'est ça aussi. Ou considérer que c'est normal et reproduire. Et c'est ça qu'on essaye aussi de leur dire, c'est que il faut pas reproduire justement ce problème. Il faut casser le schéma, quoi. Moi, je trouve que ce qui est le plus difficile à comprendre dans cette histoire-là, c'est justement, alors, dire dans le fond pour ne pas se sentir seul, je comprends l'idée. Je parle à mon frère, je parle à mon ami, voilà, parce que je ne dois pas le porter tout seul. Ok. Après, comment on tord le cou à cette situation quand on y est confronté, quoi? Comment, quand on est jeune, on va pas aller voir le chef en tête à tête. Déjà, on est heureux quand au bout de 2 mois, il nous dit bonjour. Non, on leur dit pas d'aller directement, de se faire une confrontation. Non, justement, on leur dit ça paraît vertigineux, quoi. De passer par, ce qu'on dit N+1, N+2, enfin, d'en parler au supérieur hiérarchique. Ouais. Si le sous-chef n'est pas du même bois. Voilà, faut trouver. C'est pour ça qu'on leur donne plusieurs pistes. Hein. Ça peut être l'école, ça peut être leur prof principal, ça peut être un médecin, ça peut être. Enfin voilà, ce qu'on leur explique, c'est qu'ils sont pas seuls et qu'il faut pas qu'ils restent seuls et que bien sûr ça prendra du temps. On dit pas pareil qu'en un claquement de doigts le problème va disparaître, que le chef va se faire virer. Absolument pas. Oui, c'est pas il vaut mieux que le chef change plutôt que. Voilà. Et il faut, en tout cas, faut parler pour que les choses évoluent. Si on reste dans son coin et qu'on raconte rien, les choses vont rester telles qu'elles sont et ça continuera pour les prochains. Est-ce tu parlais de leur scepticisme quand tu leur as évoqué justement des actions possibles et en tout cas le fait qu'on puisse faire différemment. Est-ce qu'au final, dans tes interventions, quand vous intervenez justement dans les lycées ou les écoles, vous avez le sentiment parfois que certains ou tous, ou je sais pas, se disent in fine, bon, mais en fait, ouais, c'est possible. Ça m'a redonné un petit peu. Enfin, j'y crois. Enfin, je pense qu'on peut faire autrement. Pour le coup, oui, on a beaucoup d'élèves qui, à la fin des interventions, donc restent avec nous, discutent. On a aussi des élèves qui nous ont
envoyé des mails trop touchants en disant que l'intervention ça avait fait réaliser plein de choses et qui avaient monté un dîner pour récolter des fonds pour bondir, enfin des trucs trop mignons de gens de personnes qui avaient réalisé que voilà, ils étaient plus seuls, que ce monde il pouvait changer, et aussi le fait de démontrer qu'il y avait d'autres exemples de management et de restaurants qui avaient un autre modèle de fonctionnement. Ça les a vachement aussi rassurés de se dire que c'était pas que c'était en train de changer, que c'était en train d'évoluer. Alors ça, c'est une vraie clé, justement. Si tu dois, c'est difficile de le définir parce que ça peut prendre plusieurs formes et toucher différents points d'organisation d'un restaurant. Mais par exemple, quand tu parles de manière d'opérer différentes, tu penses à quoi concrètement? Qu'est-ce qui, dans une cuisine, pour les gens qui nous écoutent, peut être changé pour avoir une incidence? Juste dans le manifeste que vous avez sur votre site internet, vous opposez les mots doux aux actes malveillants, les paroles au silence, les sourires aux attitudes négatives, le collectif à l'individuel. Ok, une fois qu'on a dit ça, et ces charmantes intentions, concrètement, comment toi, tu vois justement les changements et comment ils peuvent s'opérer, et on se parle de quel genre de changement justement, pour être différemment en cuisine et en salle, dans un restaurant? Oui, si on parle au global, rien que les réunions du matin en fait, où on se parle et on explique ce qui va se passer dans la journée. Ce genre de technique, on va dire, de changement assez facile à faire au sein d'un restaurant. Quand tu parles d'expliquer, c'est-à-dire dire à la brigade à quoi elle doit s'attendre, genre un nombre de couverts. Exactement. Aujourd'hui ou cette semaine, si on fait une réunion par semaine, cette semaine on a tel event au restaurant, on a tel produit qui va rentrer un peu exceptionnel, on a tel producteur enfin voilà, en fait, essayer de créer de la communication, on revient toujours au même. Impliquer les gens, leur demander comment ils vont, s'ils ont un souci sur une mise en place, s'ils ont un souci sur donc prendre le temps en fait de comprendre quel est le quotidien de ces équipes, et pas juste donner une liste de mise en place et démerde-toi et je te vois à la fin de la journée et purée, en fait t'as raté ta sauce. Mais pourquoi? En fait, pourquoi? Parce que ça j'ai eu du mal, il faut qu'on me réexplique comment fileter un poisson. J'en sais rien. Okay. Donc prendre le temps de considérer la position un peu de chacun et en tout cas offrir un espace où ils peuvent dire les choses, leurs choses. Exactement. Okay. Et ça, pour moi, c'est primordial. Le fait de, encore une fois, remettre l'humain au centre, considérer la personne, prendre en compte ses idées, prendre en compte son mal-être, son bien-être. Non mais attends, pardon, je me fais l'avocat du diable. Comment tu gères ce truc? Là, on est en train de se dire, on prend le temps, on crée un moment à l'échelle. Tu as parlé de journée et puis après tu as parlé de semaine. Ça dépend. Mais c'est-à-dire que voilà, on voit bien que c'est pas non plus très facile de faire des briefs tous les jours. Bien sûr, mais c'est ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'on fait quand on a après le temps? Non, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a une brigade de 20 personnes? Oui. Tu vois? Bien sûr. Comment ça va, Mickaël? Ouais, moi, machin truc. Et toi, quoi? Enfin, qui fait ça? Est-ce que c'est possible? Alors, je dis pas que c'est quelque chose de facile, mais il faut, en tout cas, je trouve qu'il faut essayer de mettre en place ce genre de choses, que ce soit quotidien ou une fois par semaine. Le fait de savoir concrètement ce que vivent ces équipes, je trouve ça hyper important. Mais les équipes, par effet d'expérience, peut-être que tu peux le dire, est-ce que dans les équipes, quand on a 10 personnes, une brigade de 10 personnes par exemple, c'est déjà un nombre, voilà, est-ce que les gens parlent dans ces moments-là? Parce qu'on a tous connu ces moments, et à l'école déjà pour commencer, où on n'ose pas dire parce qu'on est dans le groupe, parce qu'on est machin. Est-ce que c'est efficace vraiment? C'est efficace si on a cet environnement bienveillant et qui appelle au partage de ses envies, de ses émotions. Ça doit pas être un truc isolé, cette histoire de réunion. Exactement. Aussi, si c'est un truc pareil, encore une fois, pour cocher une case et se dire on a fait une réunion, voilà, on les a tous réunis, on leur a dit voilà, qu'est-ce que vous voulez raconter? Non, bien sûr, ça ne va pas fonctionner. Voilà, il faut mettre les gens aussi en confiance et essayer de créer un climat propice au partage et voilà. Et pareil, moi quand je suis arrivée en cuisine et que je me suis rendu compte que personne ne se parlait, qu'il n'y avait pas de réunion, moi vraiment je parle de mon expérience, que c'est vraiment le truc qui m'a choqué le plus, c'est on m'a mis devant un poste avec une planche et un couteau et on m'a dit tu fais ça, mais je n'avais aucune idée de pourquoi je faisais ça. Mais
c'est pourquoi je faisais cette T'avais brunoise. même pas, ouais. Pour Tu ce sais même plat, pas où va aller la on me brunoise. racontait même pas le plat, le menu, Ouais. qui était qui. Bah là, c'est le pâtissier, là, c'est... je ne connaissais les noms de personne. Enfin, il y a de l'onboarding. Première violence, hein, en fait. Hein. C'est première Genre, tu n'es violence. personne, t'es un numéro et puis t'as pas à savoir qui Voilà. tu vas te démerder. Et ça, c'est ça, le nombre de fois où... Enfin, ça existe, hein. Non, encore aujourd'hui, des gens qui sont pas présentés. L'onboarding dans un restaurant est hyper important. Et ça, on prend pas le temps parce que, voilà, on court après le temps. Faut qu'on soit prêt, etc., etc. Donc, Premier réflexe, donc créer ce temps-là. Voilà, créer ce temps et cet temps de parole, environnement. un temps d'échange. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres clés comme ça, concrètes, faciles à mettre, enfin faciles, en tout cas qui peuvent se mettre en place concrètement? Se mettre en place. Ce qu'on aime dire aussi, c'est tout ce qui est moment d'équipe, staff meal, donc le repas du personnel. C'est un moment hyper important où on est tous ensemble. On partage du coup un repas qu'on a ensemble normalement fait, mais ça c'est un moment aussi de détente et qui doit être bienveillant, et on doit pas être en 5 minutes en train de manger dans son coin en Donc train de prendre le regarder temps pour vivre vraiment ce moment. Exactement. Amandine Chéniaud a une règle avec elle m'en parlait il y a pas longtemps, elle dit moi il y a un truc, je ne transige pas, ça doit exister, mais par contre on doit tous être à l'heure. Il y avait dans sa forme, il y avait une forme de rigueur dans son truc, mais mine de rien ça instaure un climat pour que tout le monde soit vraiment à table ensemble quand ça démarre. Personne n'est, voilà, on lève les mains et c'est l'heure du repas en fait. Exactement. Et ça c'est hyper important. Et on entend parfois dans les témoignages des élèves qui nous disent mais staff meal ça n'existe pas, on mange les restes à la fin du service. Il y a vraiment encore des restaurants qui font ça. Ouais. Donc avant le service, on se pose. Avant ou après, oui. Ça dépend de l'organisation de chaque restaurant, mais en tout cas qu'il y ait un moment où on est tous ensemble, on s'attable et on mange ensemble. Ça c'est important. On fait manger les autres, donc il faut qu'aussi nous on soit prêts et qu'on mange correctement. Bien sûr. Ça c'est important. Deuxième tips possible. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non mais parce que moi j'aime bien qu'on diffuse la bonne parole, parce qu'il y a plein de chefs qui doivent nous écouter, qui doivent se dire putain mais c'est vrai que j'ai fait après ça, ils vont peut-être dire aussi que elle enfonce des portes ouvertes celle-là. On fait des staff meal avec nos équipes, mais en vrai moi on a eu des témoignages vraiment où les gens ne se parlent pas en fait il faut enfoncer des portes tant que par ailleurs elles ne sont pas ouvertes, et il y a des endroits où elles ne le sont pas. Donc désolé pour les gens qui ne découvrent rien. On sait tous ce que c'est qu'un repas du perso et on sait tous ce que c'est qu'un briefing, mais force est de constater que c'est pas respecté partout, donc disons-le. Après, il y a tout ce qui est aussi team building, faire des sorties tous ensemble, avec son équipe, en dehors du temps de travail. Chez Datil, ils le font, je vois souvent, hein, des excursions dans une ferme, à la rencontre d'un producteur, une journée cueillette ou des choses comme ça. En lien évidemment, ou pas d'ailleurs, peut-être que parfois... Ça peut être autre. Là, c'est la période de fin d'année, donc on voit beaucoup d'équipes de restaurants qui se font des super repas de Noël et Secret Santa & Co. Bah ça participe. Le fait de créer une bonne ambiance, une cohésion de groupe, aussi créer des formations pour ces équipes, faire venir quelqu'un qui nous apprend à aiguiser ses couteaux, qui nous fait découvrir tel ou tel alcool pour la salle. Enfin, voilà, ce genre de choses aussi, ça participe au fait d'être inclus dans la vie du restaurant. Et puis c'est considérer les gens parce que ça les nourrit, en l'occurrence culturellement ou intellectuellement. Exactement. Il y a plein de chefs qui vont nous écouter ou plein de gens qui vont se dire ouais mais c'est bien gentil ça, mais c'est quand même pas facile à mettre en place. Comment je fais moi dans mon restaurant qui tourne à bloc avec 3 personnes? Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là en fait? Chacun peut le faire à sa mesure? Bah oui, je pense. Et après on met le curseur là où on a envie. Enfin, pour moi, c'est qu'une question d'envie, qu'une question de volonté. On peut se dire que voilà, on va s'asseoir sur un service ou 2 pour prendre ce temps avec son équipe et faire en sorte que les gens... Quand tu dis s'asseoir sur un service, ça veut dire condamner ton restaurant? Ouais. Enfin, tu le fermes. Enfin... Ça, c'est une vraie question, pardon, hein, et c'est un berceau de violence aussi, parce que quand on parle de conditions de travail, effectivement, la notion d'horaire fait que ce milieu se dit c'est comme ça parce qu'on a un milieu qui est complètement fucked up, parce que ce fameux on travaille quand les autres s'amusent, qui fait qu'il y a un déséquilibre et que les gens doivent survivre à ce déséquilibre, il est le berceau d'un déséquilibre en fait.
aujourd'hui, on voit que beaucoup de restaurants font le choix, notamment de fermer le week-end, par exemple. Même de grands restaurants et de grands chefs proposent désormais 4 jours de travail et 3 jours de repos. Oui. Donc ça aussi, c'est peut-être une clé. Est-ce que c'est possible? Dans quelle mesure c'est risqué? Est-ce que tu crois, toi, que tout le monde peut se le permettre? Parce que finalement, les clients, ils s'adaptent. En fait, quand le restaurant du petit village, il va dire, moi, je ferme mes 3 jours. Les clients, ils viendront que les 4 jours, mais peut-être plus nombreux. Est-ce que c'est possible, ça? C'est possible. Il y en a plein qui le font. Et comme tu le disais, il y a de plus en plus de chefs qui ferment le week-end. Moi, je suis basée à Marseille. On a beaucoup de restos qui sont fermés le week-end. Et désolée pour les Parisiens qui viennent en week-end à Marseille. Non, mais même pas Parisiens, parce que moi, c'est vrai que c'est devenu parfois très compliqué de se dire, tiens, on va tester ce truc, ça vient de sortir. Ouais, ça vient de sortir, donc c'est fermé samedi. What? Et ouais, c'est ce que j'explique. Moi, j'ai beaucoup de cette réflexion aussi auprès de mes amis. Je leur explique, mais moi aussi, j'ai envie d'avoir un week-end comme tout le monde. Un week-end entre guillemets normal du. Et là on te dit oui mais Justine t'es gentille, t'as choisi de faire la cuisine donc à un moment. Mais oui, mais c'est là aussi ça participe aussi au bien-être de l'équipe, de se dire qu'on n'est pas totalement en décalé avec le reste de la société. Ouais bien sûr. De se dire qu'on aussi autre petit tips, avoir son planning en avance, genre peut-être d'un mois sur l'autre pour pouvoir prévoir des week-ends, un peu une vie genre. Une vie. Ouais. Ça, c'est le nombre de restos ou de gens de témoignages où on me dit, moi, mon planning, je le sais limite pas du jour au lendemain, on me dit, tu viens 8 à 10. Ça, c'est fou pour avoir travaillé, moi aussi, dans la restauration. Moi, je l'ai vécu, ce truc où tu te dis, en fait, de manière originelle, de toute façon, ma vie n'existe pas puisque, en fait, moi, il y a le boulot, quoi. Et éventuellement, si je suis lâché à un moment parce qu'on me dit, tiens, t'as ta soirée, et là, je pourrais en profiter. Mais en fait, tu profites de rien puisque t'as rien organisé. Mais ça, c'est un truc très, très répandu, en fait. Et donc, ça te conditionne. Tu te dis, moi, de toute façon, c'est ça, quoi. Exactement. Et du coup, ça participe au fait que, les gens, ils se sentent plus considérés, de se dire que, mon patron, il fait attention à moi, il me donne un cadre. Pour aller boire des bières. Oui. Ou aller au musée. Ou aller au musée, ou regarder le dernier film. Voilà. C'est important. Et ça, c'est bête parce que dans beaucoup de milieux, c'est normal. Mais vraiment, dans la restauration. Ouais. Et voilà, et parler de ce qu'on disait tout à l'heure, de santé mentale, pour moi, ça fait partie de ça aussi. Bien sûr. Ouais, c'est de l'équilibre. C'est aller chercher un peu d'équilibre. Exactement. Est-ce que il y a aussi quelque chose à faire d'un point de vue de l'organisation? Parce que souvent la violence, quel que soit le milieu, elle est conditionnée aussi par l'idée de la hiérarchie. La cuisine est bâtie sur cette idée-là. Voilà, ça peut se critiquer ou pas, peu importe, mais la brigade est organisée de manière assez pyramidale. Est-ce qu'il y a un autre modèle en cuisine qui peut justement permettre d'inverser les rapports? C'est très difficile d'enlever la position du chef. L'horizontalité est peut-être un énorme fantasme, mais comment on conjugue? C'est vrai que c'est assez fantasmé au final. C'est un moment, faut trancher. T'as quand même le chef qui est là, c'est son nom, c'est son restaurant, c'est ses recettes. Donc bien évidemment, il y a puis parfois c'est son argent, voilà. Et c'est des enjeux à un moment dont on peut pas clamer l'horizontalité. Ça peut pas. C'est tendre vers cette horizontalité, pardon, c'est dur. Et c'est même dur à prononcer. Ouais, c'est dur. C'est bien, mais clairement dans les faits, c'est un peu compliqué. Mais le fait, ce que je disais tout à l'heure, de communiquer, de faire parler ses équipes, ça atténue, on va dire, ce côté hiérarchie verticale. Ouais. Le fait de se sentir proche de son chef et de se sentir assez proche pour pouvoir lui dire les choses, les trucs qui vont pas. Mais comment, alors justement, quand on est chef, on se rapproche de son équipe tout en gardant, parce qu'il est là le fantasme en fait chez les gens, c'est qu'ils ont l'impression que dès qu'on se rapproche, dès qu'on baisse un petit peu la garde et qu'on descend de sa tour, en fait on va perdre l'autorité. On est moins respecté. Non mais c'est faux. Oui, mais ça c'est le vieux logiciel. C'est vieux alors logiciel. En quoi il est faux et comment on fait pour justement se faire respecter tout en étant à l'écoute? Je pense pour le vivre en ce moment, parce que je fais mon petit stage de 3e avec Manon Fleury chez Datil. Manon, elle a ce côté très accessible, la chef accessible, parce qu'elle est là, elle est présente, elle est là dans son restaurant.
mais ça arrive souvent. Il y a des chefs qui sont là tous les jours dans le restaurant. Oui, mais elle prend le temps, dès qu'elle interagit avec telle ou telle personne, elle prend le temps de vraiment comprendre voilà, le poste, qu'est-ce qui se passe sur ce plat, pourquoi on n'arrive pas à avoir ce résultat, ça coince sur quoi, technique, je te remontre. Ouais. Enfin, elle est hyper pédagogue. Il y a une écoute. Déjà, il y a une écoute. Il y a une écoute. Il y a un échange. Et ça veut pas dire qu'elle est laxiste ou que pendant le service elle nous reprend pas sur tel ou tel, au contraire. Mais elle le fait c'est juste, c'est toujours juste. Et je pense que c'est ça la clé, c'est on n'est pas là pour dire qu'il faut être un bisounours, hein. On est là. Non, mais c'est con, mais c'est important de le dire. Ah ouais, parce que vraiment. Justement, on n'est pas en mode les chefs ils doivent être tous qui coulolent, trop sympas, appeler ma chérie. Non, pas du tout en fait. C'est juste vraiment c'est de la considération. Enfin, c'est de mettre la personne au même niveau que soi, de parler à la personne comme on aimerait que la personne avec même niveau, ça veut pas dire qu'on est plus chef. Hein. Même non. niveau, c'est même niveau humain, même niveau de communication, Exactement. même niveau d'écoute. En fait. Exactement. Elle mérite d'être écoutée. Exactement. C'est un commis et peu importe. En fait, c'est ça. On se parle de ça. Et c'est ça. C'est exactement ça. Et ça veut pas dire qu'on est moins chef. Non. Et le côté chef dans tous les cas il existe parce que c'est la personne au passe, c'est la personne qui a le nom sur le restaurant. Enfin, je veux dire, ça n'enlève en rien. Bien sûr. Ça, au final. Comment on réagit? Et ça, c'est une question voilà qu'on doit se poser, qui est centrale, j'imagine, dans ce que vous dites. Comment on réagit quand on est victime ou témoin? On s'est dit d'abord, il faut dire. Après, on se parle de porter plainte et tout. Comment ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut croire en l'idée d'une réaction possible? Je voulais y revenir parce que tu as dit au début, les étudiants et les jeunes élèves, ils sont capables dès le début de me dire t'es gentil Justine, mais en fait porter plainte ça rime à rien. Et dans l'actualité, malheureusement, tu parlais de procès, il y a plein de choses. J'écoutais ce matin en arrivant la gifle d'Adèle Haenel sur France Inter qui s'exprimait sur le procès qui vient d'avoir lieu et qui pointait du doigt le fait que qu'est-ce qui se passe quand dans une pièce entre deux personnes la porte est fermée? Eh bien la justice ne peut pas trancher derrière cette porte fermée. Et elle faisait un parallèle. Non, c'est toi qui l'as fait avec la chambre froide? Non, c'est pas moi, c'est elle, je pense. Ah c'est elle. Voilà. Bon, mais quand dans une chambre froide la porte est fermée, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Ou c'est moi? Oui, non, je te parlais aussi. C'est toi. Ouais. Mais je me suis je noté. me prends pour Adèle Haenel. Non, mais c'est pas moi. Je m'étais noté chambre froide / Adèle Haenel. C'est toi qui as fait parce que c'est le même truc. Elle parlait de la chambre. Voilà. Toi, c'est la chambre froide. Qu'est-ce qu'on fait quand la porte est fermée? Comment on peut croire à l'idée qu'on puisse résoudre une situation dans ces cas-là? Alors, c'est nouveau, mais dans la justice, en tout cas dans la prise en compte lorsqu'on porte plainte, les textos sont pris en compte comme preuve. Les textos et traces écrites qu'on peut envoyer à nos proches en disant il s'est passé ça, voilà, ça c'est pris en compte. Ce qui fait qu'on peut sortir du cadre parole contre parole, parce que c'est de ça dont on se parle. Donc, ok, trace écrite, c'est déjà un truc. Trace écrite, c'est pris en compte maintenant. Mais oui, bien sûr. Après c'est malheureusement, c'est ce qu'on explique aussi aux élèves, c'est que le fait de porter plainte contre un chef, même si ça n'aboutit pas, il y aura une plainte, une deuxième, une troisième. L'accumulation aussi de plaintes contre une seule et même personne, ça peut aider. Peut-être que ça sera pas la première personne qui porte plainte qui aura, à qui on rendra justice, mais peut-être ça sera la 10e malheureusement, mais cette accumulation de plaintes et de témoignages. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a porté plainte? On se casse? Clairement, on se casse. On se lève et on se casse. Ouais. On se lève, on se casse et on en parle autour de soi. Moi, mais qu'est-ce qu'on dit? Il y a eu une affaire il y a quelque temps qui a été portée médiatiquement et dont un chef a été pointé du doigt. Ouais. Exactement. Bon, visiblement, il est en cuisine et tout va bien. Ego Emilio l'a mis en avant sur sa newsletter. Bon, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, visiblement, ça c'est un peu décourageant si c'est avéré, parce que voilà, ça peut être un peu décourageant pour les gens qui se disent. Ah mais complètement. Enfin, nous, on a été contactés par une des personnes qui a porté plainte contre ce chef, en nous demandant de relayer l'article de Libé. Elle nous disait en gros que elle avait l'impression que ce qu'elle avait raconté n'avait servi à rien et que ça avait fait un mini buzz, mais que maintenant tout le monde avait repris sa vie. Ouais. Mais c'est pas faux. Mais elle a raison. Ouais. Et c'est triste. Et le resto continue d'enchaîner les réservations et tout ça. Mais en même temps, il faut continuer en fait. Enfin, moi je suis pas de, je suis hyper pessimiste pour le coup. Ça se voit pas. C'est pour le coup oui.
Mais pour ça, non, je sais pas pourquoi. Je me dis que à un moment donné, ça va fonctionner. On va nous écouter, on va arrêter. Les clients aussi vont arrêter d'aller dans ce genre de resto. Que le fait qu'ils écoutent des podcasts comme le tien, qu'ils se rendent compte que derrière la porte du resto, il faudrait après une étoile verte, il faudrait des étoiles de la bienveillance un petit mais peu. ça, c'est ultra dur à vérifier en vrai. C'est ultra compliqué et... Alors j'ai une idée moi. Ah, je suis tout oui. J'ai une idée. On célèbre souvent les choses en France. On est capable de célébrer la musique par exemple en lui donnant une date. Je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de dates qui sont là pour entre guillemets avertir, éclairer, sanctionner, serait pas le bon mot, mais un peu ça. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi en France, il n'y a pas une journée du tablier qui dit que, en gros, je sais pas moi, le 4 février de chaque année, dans toutes les cuisines de France, les stagiaires, les commis, les n'importe qui peut dire, en fait, moi, aujourd'hui, je rends mon tablier. Ce jour-là, c'est possible. Et en fait, on a tous le droit de le faire et de mettre entre guillemets les maisons, les chefs ou ceux qui dysfonctionnent et dont on n'arrive pas justement à saisir le truc tout au long de l'année, une fois dans l'année, on fout le service en l'air. Non, mais s'il y avait un truc collectif... T'as parlé avec Nora Moussaoui ou quoi? Non. Ça pourrait être une idée de Nora, ça. C'est vrai? Oui. Mais je me dis, tu vois... Il faut vous discuter. Non, mais parce qu'à un moment, si tu te dis, putain, c'est la journée du tablier, c'est le 5 février, est-ce qu'on fait un truc ou pas? Parce que ça fait quand même 6 mois que ce con ou cette chef ou Nani, peu importe, en fait, si on le fait tous, on a le droit. Ça se fait partout en France. C'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup se syndiquer. Important. Mais comment on fait ça quand on est... Si, on peut... Il y avait les élections il y a pas longtemps de syndicats de la restauration. On l'entend pas beaucoup. Hein. Non. Il est quasiment inexistant, mais justement, c'est parce qu'il y a peu de personnes dans ce milieu qui syndiquent. Ouais. Comme il y avait peu de personnes aussi qui syndiquaient au sein de la publicité, mais c'est très important de se syndiquer, justement pour nous... Quand on a des problèmes avec justement le patronat, les patrons, les chefs, etc., les syndicats, ça peut aussi beaucoup nous aider parce qu'on a aussi beaucoup de témoignages au-delà des violences de non-respect du code du travail. Il y en a énormément. Ça fait partie aussi des violences. Bien sûr. Mais oui, ce serait une super idée de faire cette journée du tablier. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de maisons dans la panade. Tu te dis, oui, voilà, c'est ça. Et je pense que tu le refais pas 2 fois quand tu te fais planter par une brigade sur un service. En tout cas, ça peut ouvrir un dialogue. Ça serait énorme. C'est peut-être un petit peu cash. Sans aller dans la sanction, du coup, pardon, je m'en veux. Mais sans aller dans la sanction, et peut-on finir là-dessus peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui, malgré eux, souvent, moi je crois vachement à ça, reproduisent les mauvais comportements. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces chefs-là, justement, pour qu'ils changent ces chefs ou ces patrons, parce que c'est pas, ou ces sous-chefs, parce que c'est pas, voilà. Oui. Je veux dire, la violence, elle peut s'exprimer dans la hiérarchie, exactement, à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Moi, j'ai l'impression que ce que tu racontes, et tu vas nous répondre, mais pardon, mais c'est que, le temps est une clé, le temps qu'on accorde. La considération de l'autre est une évidence. Voilà. Qu'est-ce que tu leur dirais? Et que c'est possible. Moi, j'ai compris dans ce que tu nous disais. C'est possible quand on veut, quoi. Quand on a réellement envie de changer et qu'on a envie que, au-delà de l'argent gagné dans le restaurant, les gens qui travaillent pour nous sont heureux de venir travailler et justement aussi. Avoir un staff heureux, ça permet aussi le bouche à oreille. Les gens qui sont mal dans leur boulot, ils iront jamais dire viens manger dans mon resto, ce chef est génial. Donc ça participe. Et puis même aussi. Pour le recrutement, bien sûr. À une heure où il est hyper difficile de recruter. Bien sûr. C'est en ça où je dis que c'est en train de changer. C'est parce que aussi il y a ce rapport de force qui a complètement switché et du coup ces chefs là j'ai envie de leur dire il est pas trop tard en fait de changer, il est pas trop tard de se rendre compte que ce qu'on faisait, le système dans lequel on était, il est mauvais, il est pas viable. On le voit maintenant, il y a de moins en moins de gens dans la restauration, donc clairement. Et le turnover est un symptôme dont il faut absolument se préoccuper quand on est chef en fait. Exactement, c'est c'est un métier de service, d'humain. Donc, prendre soin de l'humain. On prend soin de nos clients, mais il faut prendre soin aussi de notre staff. Trop bien. Et si on veut plus d'infos, savoir comment changer de logiciel, on contacte l'association Bondir E. Merci Justine. Merci à toi.
Merci Justine d'avoir pris la parole ici pour définir la violence, son expression, mais aussi les attitudes qu'on peut adopter face à elle, les recours dont on dispose. Merci de cet engagement que tu mènes avec les autres bénévoles de l'association Bondir. Je vous invite, chers auditeurs, auditrices d'ailleurs, à aller sur leur site bondir-du6e.fr pour prendre connaissance de leur manifeste et soutenir, si vous le souhaitez, leur action auprès des futures générations notamment. On compte sur ces nouveaux managers, ces nouveaux chefs à tout niveau de hiérarchie finalement pour marquer l'arrêt de ces pratiques préjudiciables. Merci à Manon et Lorraine d'avoir accueilli chez Datil cet enregistrement et merci à vous, chers auditeurs, auditrices, d'avoir écouté cet échange jusqu'au bout. Faites-moi part de votre avis, laissez vos commentaires. Avez-vous vu? Qu'avez-vous fait? N'hésitez pas à témoigner votre point de vue et vos expériences sur le sujet car vous l'avez entendu, mobiliser la parole, c'est le premier réflexe à avoir face à ce genre de situation. En espérant que dans les années à venir, ce genre de sujet n'apparaisse plus au sommaire des talks de chef, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, des autres, cuisinez, faites le marché et parlez à vos proches de votre podcast préféré. Salut!